Parce qu'au Québec, dans le mouvement étudiant, on voit en ce moment on commence à parler des hydrocarbures. On sait que printemps 2015, une de leurs principales revendications, c'est les hydrocarbures. Mais il y a eu toute une historique avant ça, comment ça a été inspiré d'ajouter l'hydrocarbure. Et de comprendre ça, je pense que ça va nous aider à mieux comprendre notre rôle et le rôle du mouvement étudiant québécois dans cette grande mobilisation. Donc, en Amérique du Nord en ce moment et dans le reste du monde, il y a plus que 600 campagnes de désinvestissement du pétrole qui sont en train de prendre place. Le désinvestissement de pétrole, c'est assez simple. C'est qu'il y a des universités, des collèges aux États-Unis, dans le reste du monde, qui ont des fonds de dotation, des investissements. Et les étudiants leur demandent de vendre leurs actifs dans les compagnies pétrolières pour prendre une position morale sur l'enjeu des changements climatiques. Parce qu'il y a un lien très clair entre l'exploitation du pétrole et l'augmentation des gaz à effet de serre et l'impact que ça a avec les changements climatiques. Puis, c'est un slogan et quelque chose qu'on a entendu aussi au Québec il n'y a pas longtemps, quand la chef de l'ONU sur les changements climatiques, Christiana Figueres, est venue rencontrer David Hurteuil, notre ministre de l'Environnement et des luttes contre les changements climatiques. Elle a fait une conférence avec lui à Montréal et un journaliste a demandé Christina, qu'est-ce que vous pensez de l'oléoduc Energy East qui va passer à Québec? Et elle a dit, je pense que c'est très clair que le Canada, le Québec, ont une décision à prendre. Est-ce qu'ils vont être sur le bon côté de l'histoire ou est-ce qu'ils vont être sur le mauvais côté de l'histoire? Parce qu'on sait que l'oléoduc de Energy East et d'autres oléoducs vont amener avec eux une augmentation des gaz à effet de serre parce que ça va accélérer l'expansion des sables bitumineux. Donc, et un peu après que Christiana Figueres est venue à Montréal, l'ONU même a sorti en faveur des campagnes de désinvestissement, disant qu'il faut isoler les compagnies pétrolières pour mettre plus de pression pour qu'il y ait une transition énergétique importante et qu'on diminue nos gaz à effet de serre pour qu'on protège les générations futures des catastrophes climatiques qui vont s'engeler si on n'arrête pas le business as usual. Donc, en ce moment, la mobilisation autour des changements climatiques pétroliers au monde est une des plus grosses mouvements étudiants dans l'histoire des mouvements étudiants. Et il y a un impact quand même assez clair, même dans la politique internationale, quand on voit l'ONU sortir en faveur des campagnes de désinvestissement. Et même non seulement eux, mais aussi The Guardian Newspaper, un des journaux les plus lus au monde, a sorti avec une campagne Keep it in the ground, laissez-les dans le terre, pour demander les institutions, principalement le Bill and Melinda Gates Foundation, de vendre leurs actifs dans le pétrole. Donc, ça a un impact sur la politique internationale. Et au Québec, on voit de plus en plus les étudiants discuter des hydrocarbures. Il y a eu même des grèves faites cette semestre autour des enjeux des hydrocarbures et de l'austérité. Mais, comme j'ai mentionné avant, il y a une manque de sensibilisation. Les médias au Québec n'ont pas fait une bonne job de vraiment laisser la population savoir comment que c'est urgent d'agir sur les changements climatiques. Donc, si on sait que c'est même pas dans les top 50, sujets, dans l'actualité, il va falloir que nous-mêmes on fasse la sensibilisation. Et c'est là où rentre un peu ECHO, la coalition contre les oléoducs. On essaie de faire de la sensibilisation autour des changements climatiques et le pétrole, les connexions entre les deux, et d'aider avec la mobilisation autour des changements climatiques. Donc, bientôt, on va organiser, la fin de mai, une convergence étudiante, une colloque autour de l'État pétrolier. Puis, on essaie d'approfondir notre savoir sur ce qu'est le pétrole, le rôle que ça joue dans nos sociétés, comment on peut s'en sortir. Parce qu'on sait que si on ne sort pas du pétrole, les scientifiques sont très clairs, il faut garder la vaste majorité du pétrole dans le sol. Il faut comprendre qu'il y a une nécessité de le garder dans le sol et il faut aussi penser des alternatives. Parce que c'est sûr que les gens vont nous attaquer quand on va dire qu'il faut se débarrasser du pétrole, mais si on est bien armé avec l'information, les alternatives qui existent, on voit des pays en train d'adopter, puis les gens, Patrick et Gab vont aller en détail là-dessus, mais il existe des politiques dans d'autres pays qui
pouvaient servir comme des exemples. Mais il faut comprendre aussi, au Canada, le lobby pétrolier est très fort. Et donc, cette fin de semaine-là aussi, on va regarder aussi le pouvoir du lobby pétrolier sur la politique canadienne et pourquoi les changements climatiques, ce n'est pas un enjeu principal en ce moment. Donc, on fait ce colloque-là. On vous aussi une plénière le dimanche pour parler d'un plan d'action en automne. On parle déjà de faire peut-être une conférence autour des changements climatiques avant les élections fédérales, où les changements climatiques, on peut espérer, vont être un grand enjeu. Spécialement parce que le protocole de Kyoto, qui était l'accord principal pour la réduction de gaz à effet de serre à l'international, va expirer, puis il va y avoir une renégociation d'un accord à Paris important, puis il va y avoir la majorité des pays-là, le Canada inclus, on espère, mais après les élections, la première chose que le parti en pouvoir va avoir faire, c'est d'aller à cette rencontre-là, puis d'avoir des objectifs ambitieux. Donc, on veut faire un forum pour vraiment parler du rôle du Canada à l'international et aussi le rôle de l'économie canadienne et la connexion avec les changements climatiques avant la rencontre de Paris, où aussi il va y avoir une importante rencontre de jeunesse où il va y avoir 20 000 jeunes d'autour du monde qui vont parler des changements climatiques à Paris. Et il va y avoir plus d'informations bientôt, mais s'il y a des gens en délégation à Québec qui aimeraient aller, de jeunes, vous pouvez me parler après. Donc, moi, j'ai nos invités. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, ancien porte-parole de la classe pendant le printemps 2012, auteur et militant, et Patrick Bodin, spokesperson pour Greenpeace Québec et le responsable de la campagne climat. Donc, je vous laisse prendre la parole. Anthony. Un peu de écho de la tournée et la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation, comme a lancé Écho, de participer avec Patrick à cette tournée, c'est parce que je crois que le mouvement étudiant québécois peut et doit devenir un acteur important dans le débat public au Québec sur la question du changement climatique, ne serait-ce que pour une raison bêtement générationnelle. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. La crise écologique, en général, les changements climatiques en particulier, ça va être le grand enjeu de notre génération. C'est le grand enjeu politique auquel on va avoir à faire face collectivement. C'est le grand défi qui attend la jeunesse dans les prochaines décennies. Et il me semblerait donc tout à fait normal, et même en fait souhaitable, que le mouvement étudiant fasse de l'enjeu climatique, de l'enjeu environnemental, un enjeu important dans ses campagnes, dans son travail de mobilisation. Et c'est donc l'objectif de la tournée, aller dans les associations étudiantes, parler de la question des changements climatiques, en partant d'un point concret, en partant d'une lutte très précise qui se mène actuellement au Québec, qui débute à peine, qui est la mobilisation contre l'oléoduc Énergie Est. Vous en avez probablement entendu parler, c'est grosso modo de ça dont on va parler aujourd'hui, Patrick et moi. Le Québec, dans les 2 ou 3 prochaines années, va devoir faire un choix important. Nous allons devoir décider collectivement si nous acceptons ou pas le passage sur notre territoire de ce projet de pipeline, ce projet d'oléoduc qui s'appelle Énergie Est. Vous en avez peut-être entendu parler. On parle quand même d'un projet immense. Hein? C'est un très grand projet d'oléoduc. On parle de 1600 km, littéralement, d'un bord à l'autre du Québec. Un oléoduc qui va transporter chaque jour 3 fois la consommation quotidienne en pétrole. Hein? Donc, on parle de plus de 1,1 million de barils par jour qui va circuler dans ce méga oléoduc qui va traverser d'ailleurs le fleuve Saint-Laurent tout près d'ici à la hauteur de Port-Neuf, qui va traverser plusieurs centaines d'autres cours d'eau sur le territoire québécois. Bref, c'est un projet d'ampleur, c'est un projet controversé et le Québec va devoir choisir dans les prochaines années si on accepte ou pas de laisser ce projet-là passer sur notre territoire. Pour introduire Patrick, rapidement, je dirais que ces enjeux-là au Québec, ils sont plutôt nouveaux. Les enjeux pétroliers, et les débats autour des oléoducs et du pétrole de manière générale, on commence à peine à les avoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ne serait-ce qu'il y a 5 ou 10 ans, c'était des enjeux dont on n'entendait pas beaucoup parler dans les médias. Des histoires d'oléoducs, on n'en entendait pas vraiment parler. Il n'y avait pas vraiment de projet d'exploitation du pétrole en territoire québécois non plus. Or, depuis quelques années, c'est en train de devenir un enjeu
au cœur du débat public. Il y a eu le débat sur l'inversion de la ligne 9B de Enbridge il y a à peu près un an. Il y a donc actuellement le débat sur Énergie Est, il y a le débat sur l'exploitation du pétrole de schiste sur Anticosti, le débat sur l'exploitation du pétrole à Gaspé, à Old Harry, dans le golfe du Saint-Laurent. Bref, il y a eu évidemment le grand débat sur le gaz de schiste, mais tous ces débats-là ont eu lieu dans essentiellement les dernières années. Et il y a une raison pour laquelle tout d'un coup au Québec, on se met à en parler autant. Il y a un contexte international qui explique le fait qu'au Québec, tout d'un coup, le pétrole devient un enjeu de premier plan. Pour aller rapidement puis résumer un peu, on pourrait dire que la montée progressive des prix du pétrole depuis 10 ou 15 ans, là, évidemment, il y a une baisse momentanée, conjoncturelle des prix du pétrole, mais la tendance de fond depuis plusieurs années, c'est une tendance à l'augmentation progressive des prix. Mais cette augmentation-là continue des prix du pétrole a rendu certaines sources de pétrole rentables. Des sources qui n'avant ne l'étaient pas. C'est ce qui explique l'émergence de ce qu'on appelle les énergies fossiles non conventionnelles. C'est ce qui explique que des types de pétrole qui auparavant n'étaient pas rentables à exploiter, le sont tout d'un coup. On parle par exemple du gaz de schiste, du pétrole de schiste, des forages en haute mer, et on parle au Canada, en partie, disons, l'énergie fossile non conventionnelle qui a le plus émergé dans les dernières années, vous la connaissez, ce sont les sables bitumineux albertains en Alberta, qui, depuis, ça fait pas si longtemps que ça, quelques décennies à peine, ont vraiment pris de l'expansion à une vitesse importante. Et on entre à peine dans cette époque-là. C'est ça, peut-être le point important que je voulais marquer ici en début, c'est que on commence à peine à entrer dans cette ère des énergies fossiles non conventionnelles. Pour prendre l'exemple des sables bitumineux albertains, l'industrie albertaine prévoit, d'ici 2035, tripler sa production. On a donc l'intention d'augmenter de manière importante la production des sables bitumineux en Alberta. Or, si on veut augmenter autant la production, on a besoin de moyens de transport pour transporter ce pétrole-là, pour pouvoir l'exporter. On utilise déjà tous les oléoducs qu'on a, on utilise déjà de plus en plus les chemins de fer, mais ce sont des modes de transport qui sont saturés actuellement. Et comme on va le voir en détail tout à l'heure, on a besoin impérativement de nouveaux oléoducs pour permettre l'expansion. Parce qu'actuellement, il y a un phénomène qu'on appelle de goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'on veut étendre beaucoup la production, mais on n'a pas assez de moyens de transport. Et c'est ce qui explique qu'on a vu dans les quelques dernières années à peine toute une série de projets d'oléoducs nous arriver de l'Alberta. Le premier projet dont on a entendu parler, c'est un projet qui partait vers l'ouest. Le projet de Northern Gateway, qui devait permettre l'exportation des sables bitumineux de l'Alberta vers l'océan Pacifique, donc en passant par la Colombie-Britannique. Ce projet-là a été bloqué, ou en tout cas sérieusement retardé, par une mobilisation importante des gens en Colombie-Britannique, mobilisation d'ailleurs qui a été l'idée, on pourrait dire, par les Premières Nations là-bas en Colombie-Britannique. Donc, la porte de l'Ouest s'est pas mal refermée. On a également entendu parler du projet Keystone XL. Vous en avez peut-être entendu parler. Un autre projet d'oléoduc, un autre projet de pipeline qui, lui, voulait partir vers le sud avec le même objectif, permettre l'expansion et l'exportation des sables bitumineux en passant par les États-Unis, par le golfe du Mexique. L'administration Obama, tout récemment, a apposé son veto pour empêcher, pour le moment, ce projet-là de se réaliser. Donc, l'Ouest est bloqué, le Sud est bloqué, le Nord, c'est bien trop compliqué. Alors, quelle devient la voie de sortie prioritaire pour l'industrie albertaine des sables bitumineux? C'est l'Est. Et qu'est-ce qu'il y a à l'Est? Nous, le Québec. Et c'est la raison pour laquelle on a vu le projet de la ligne 9B d'Enbridge. C'est la raison pour laquelle on nous propose actuellement ce méga projet d'oléoduc comme Énergie Est. Il y a une volonté réelle, et ce n'est pas une exagération que de le dire, il y a une volonté réelle de transformer le Québec, la vallée du Saint-Laurent en particulier, en l'autoroute principale pour l'exportation des sables bitumineux albertains. Et on a besoin que le Québec accepte de jouer le jeu si on veut pouvoir augmenter l'exploitation des sables bitumineux. À l'inverse, ça nous donne donc une responsabilité, puis il y a un choix important qui nous échoit, justement. Ce choix-là, c'est allons-nous accepter ou pas, donc, de jouer ce rôle-là? Allons-nous accepter de jouer le rôle de porte de sortie des sables bitumineux albertains? Allons-nous donc donner carte blanche à cette industrie-là pour continuer de s'étendre? Ça va être un peu ça le thème de notre conférence aujourd'hui.
Et on va essayer donc d'évaluer le projet Énergie Est en utilisant, je dirais, 2 critères. Premièrement, on va évidemment parler des risques concrets, des risques concrets de déversement, parce qu'un oléoduc, c'est une infrastructure qui est dangereuse à plusieurs égards, on va en parler. Mais aussi, donc, je dirais, on pourrait appeler ça les risques locaux, examiner les risques concrets locaux. Mais on va aussi examiner les conséquences globales qu'aurait le projet Énergie Est s'il était accepté. C'est un peu les 2 grands axes de notre conférence aujourd'hui. Patrick va commencer donc par dresser ce portrait général-là. Où en sommes-nous en ce qui a trait au changement climatique? Que représente le Canada? En fait, où se situe le Canada actuellement dans sa lutte au changement climatique? Que représentent les sables bitumineux en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Et après avoir fait ce long détour-là, on en arrivera précisément à la question de l'Énergie Est, à se poser la question qu'est-ce que ça représente comme projet et qu'est-ce qu'on doit faire collectivement face à un projet d'une telle ampleur.